Now we'll move to the next speech with Dr. Appavupule, who is going to talk to us about cardiovascular follow-up in type 2 diabetes patient. And prediabetes, is it a risk factor equivalent to diabetes? I think that's something which is very interesting, because right now, if you look in the US, 1/3 of the US population are pre-diabetic. And the more we are doing screening, the more patients are aware of diabetes, the more pre-diabetic we're going to see. It would be really interesting to see and hear this speech. Thank you. Merci. Donc, je suis très heureux aussi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir à nouveau invité cette année. Et on m'a proposé de parler du prédiabète et d'évaluer son niveau de risque cardiovasculaire par rapport au diabète. Alors, le prédiabète, c'est quoi? C'est un état intermédiaire entre une tolérance glycémique normale et l'état diabétique. Et en fait, ça regroupe deux entités, ce qu'on appelle l'hyperglycémie modérée à jeun et l'intolérance au glucose. Et c'est ce caractère hétérogène qui rend parfois qui rend les choses difficiles parfois quand on a des études. Et ce prédiabète a un risque de conversion vers un diabète vrai d'environ 5 à 10% par an. Alors, les définitions, je vous disais, elles ne sont pas consensuelles. Il y a, pour l'hyperglycémie modérée à jeun, il y a deux grandes définitions. Celle de l'OMS qui définit l'hyperglycémie modérée à jeun avec un taux de glucose entre 1,10 g et 1,26 g, et l'ADA, pour qui le taux de glucose est plus bas, pour la borne inférieure, entre 1 g et 1,26 g. On a aussi l'intolérance au glucose, qui est définie cette fois-ci par une charge orale en glucose. Après une charge orale en glucose à 75 g, d'avoir une glycémie entre 1,40 g et 2 g. Il y a aussi des définitions en fonction de l'hémoglobine glyquée, donc qui sont d'avoir une hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6,4 pour l'ADA, et un consensus d'experts internationaux a fixé un seuil entre 6 et 6,4%. Vous voyez que tout le monde n'est pas d'accord sur l'hyperglycémie modérée à jeun et sur le niveau d'hémoglobine glyquée. Par contre, il y a un consensus sur ce qu'on appelle l'intolérance au glucose. Alors, en France, il y a une étude qui a montré que pour l'hyperglycémie modérée à jeun, ça concerne environ 7% de la population, une dominance masculine et la prévalence augmentée avec l'âge. Dans le monde, en 2017, il y avait 7,3% de personnes adultes qui avaient une intolérance au glucose, et ce chiffre va passer à 8,3%, donc près de 600 millions de personnes en 2045, et plutôt des gens vivant dans des pays à faible, voire moyen niveau économique de revenus. Alors, sur le plan physiopathologique, il y a un background commun qui est une anomalie une résistance à l'insuline. On a chez des patients prédiabétiques une augmentation de la production hépatique de glucose et une diminution de la captation du glucose aussi au niveau musculaire. Mais est-ce qu'il y a une anomalie de niveau de la sécrétion d'insuline? Alors là, vous avez la réponse cellulaire bêta après une charge orale en glucose. Et on a classé les patients en fonction qu'ils sont normoglycémiques, intolérants au glucose ou diabétiques. Là, c'est le niveau de réponse maximale. Vous voyez que quand on est dans les valeurs hautes de la réponse normale au glucose, on a déjà une réponse qui est diminuée au niveau de la fonction bêta. Et quand on est dans les valeurs hautes des patients intolérants au glucose, à la limite du diabète, ce niveau de réponse, il est presque diminué de 80%, donc il y a une altération déjà marquée de la fonction cellulaire. Alors, Estelle vous l'a montré tout à l'heure, donc on doit évaluer le risque, comparer le risque du prédiabète par rapport au diabète. Donc c'est simplement un rappel. Les patients diabétiques, ils ont 2 à 5 fois plus de risque de faire un AVC, 2 à 4 fois plus de risque d'avoir une atteinte coronaire, 5 à 10 fois plus de risque d'avoir une artériopathie des membres inférieurs. Donc est-ce qu'on a des données sur les prédiabétiques? Donc ça a été, là je vais vous montrer un travail en fait qui a retrouvé des relations exponentielles entre l'élévation de la glycémie et le risque cardiovasculaire, donc avec un risque relatif de 1,3 pour les patients qui ont une hyperglycémie modérée à jeun et de 1,6 pour les patients qui ont une intolérance au glucose. Ça, c'est un travail chez les patients intolérants au glucose. On a évalué le risque cardiovasculaire de ces patients qui ont une coronarographie. On leur a donné une charge orale en glucose et on a identifié des patients normoglycémiques, intolérants au glucose, diabète de novo et anciennement diabétiques. Et vous voyez que là, c'est la survie sans événement cardiovasculaire. Et les patients intolérants au glucose, ils ont une survie qui se rapproche des diabétiques de novo, mais qui est plus bas que les patients normoglycémiques. Donc ça, c'était des données qui séparaient les différentes entités. Il y a une méta-analyse qui est parue en 2016, qui a regroupé des études de cohortes prospectives, avec des données sur 1 600 000 patients, et qui a évalué le risque relatif
en fonction de l'état, l'hyperglycémie modérée à jeun, l'intolérance au glucose, le niveau d'hémoglobine glyquée, pour un critère composite cardiovasculaire qui était une coronaropathie, AVC ou autre maladie cardiovasculaire, séparément pour chaque critère et pour la mortalité toute cause. Donc je vais vous présenter ces résultats. Pour l'hyperglycémie modérée à jeun, selon la définition de l'OMS, on voit qu'il y a une augmentation du risque au niveau du critère composite de 26%, 18% pour la coronaropathie, 17% pour l'AVC, 13% pour la mortalité toute cause. Avec l'ADA, donc le niveau de risque est plus faible, on est à 13% pour le critère composite, 10% pour la coronaropathie, 6% pour l'AVC et 13% pour la mortalité toute cause. Donc ça c'était pour l'hyperglycémie modérée à jeun. Pour l'intolérance au glucose, le niveau de risque est beaucoup plus élevé, on est à 30% pour le critère composite, 20% pour la coronaropathie, 20% pour l'AVC et 32% pour la mortalité toute cause. Et pour l'hémoglobine glyquée, donc entre 5,7 et 6,4, on est à 15% pour la coronaropathie, 21% pour le critère composite. Et si le niveau d'hémoglobine glyquée est élevé, le risque augmente un petit peu, 25% pour le critère composite et 28% pour la coronaropathie. Alors, les gens se sont posés des questions, est-ce que ce risque lié au prédiabète, finalement, il est simplement lié au facteur glycémique ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte? Donc là, c'est un travail qui a évalué des patients entre 50 et 69 ans. C'est environ 5000 patients chez qui on a identifié des prédiabétiques selon l'OMS, il y avait 630 patients environ, des prédiabétiques selon l'ADA, environ 2000 patients, et des patients qui ont subi une SGPO, on a identifié 663 patients intolérants au glucose. Et ce que je vais vous montrer, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe sur le plan des événements cardiovasculaires chez ces patients par rapport à un groupe contrôle. Donc là, vous avez les patients avec les critères OMS, les patients avec les critères ADA, le risque relatif. Ils ont fait deux ajustements. Premier ajustement en fonction de l'âge, l'ethnie et du sexe. Et le deuxième ajustement en fonction de l'ensemble des facteurs de risque, LDL, tabac, pression artérielle. Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'avec les critères OMS, on a un risque relatif global de 54%. Si on fait le premier ajustement en fonction de l'âge, d'ethnie, on est à 51%. Et si on fait le deuxième ajustement en fonction du tabac, de l'hypertension, du cholestérol, eh ben on est à un risque relatif de 17% et ça ressort non significatif. Les critères ADA, le risque est plus faible, on est à 37% global. Si on fait le premier ajustement en fonction de l'âge, du sexe et de l'ethnie, on est à 34%. Et ça augmente à 12%, mais non significatif après l'ajustement avec les autres facteurs de risque. Donc finalement, ces études nous montrent qu'il y a un risque cardiovasculaire qui semble plus marqué chez les patients qui ont une intolérance au glucose. Avec les critères ADA, on diagnostique plus de patients, mais ils ont un risque de maladie cardiovasculaire plus bas. Mais finalement, il y a une discordance. Est-ce que ce risque cardiovasculaire, il est vraiment lié juste à la glycémie, ou le patient prédiabétique, ce n'est pas un patient plus fragile parce qu'il est plus hypercholestérolémique, plus hypertendu? Il y a une partie de la réponse qui est là-dessus. C'est un profil métabolique chez des patients prédiabétiques. Vous avez les hyperglycémies modérées à jeun, les intolérants au glucose, et on regarde la prévalence du syndrome métabolique. On voit qu'elle est presque 2 fois plus élevée chez les hyperglycémiques modérées à jeun, pareil chez les intolérants au glucose, et quand vous avez cumulé les deux, c'est 74% contre 19% chez les non-diabétiques. Alors, si on prend en charge le prédiabète, est-ce qu'il y a un retentissement? Est-ce que ça diminue l'incidence du diabète? Et sur le plan cardiovasculaire, est-ce qu'il y a un impact? Donc, je vais vous montrer deux éléments. Donc, le premier, c'est une étude chez des patients chinois qui étaient intolérants au glucose et qui ont été randomisés en deux groupes. Un groupe intervention sur le mode de vie, sur l'activité physique, sur l'alimentation, et un groupe contrôle. Donc, ils ont été suivis pendant 6 ans d'intervention. Et puis, on les a laissés évoluer, on a regardé ce qui se passait. Alors, donc là, vous avez ce qu'on a regardé, la mortalité toute cause, la mortalité cardiovasculaire, l'incidence du diabète. Donc, le groupe intervention, le groupe contrôle. On voit que par rapport au groupe contrôle, le groupe intervention a 45% de diabète en moins, il y a 41% de maladie cardiovasculaire en moins, et il y a 29% de mortalité toute cause en moins. Donc, les mesures hygiéno-diététiques ont eu un impact sur ces facteurs, et c'est très positif pour ces patients. Est-ce qu'il y a des molécules qui ont été testées dans ce cas-là? Donc, nous, en France, on n'a pas de glitazone, on n'a plus de glitazone, on a la metformine, la carbose. Donc, j'ai retrouvé un travail assez ancien sur la carbose. Donc, c'est pareil, c'est aussi des patients qui sont intolérants au glucose, qui ont été évalués, répartis en deux groupes, un groupe placebo et un groupe traitement par carbose. Et on a regardé chez ces patients l'incidence du diabète et la survenue des événements cardiovasculaires. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'il y a une diminution de l'incidence du diabète de 30% chez les patients dans le groupe acarbose.
Il y a une réduction des infarctus du myocarde de 91%, mais vous voyez, il y a peu d'événements. Hein. Et on est à 12 dans le groupe placebo, 1 dans le groupe acarbose. Et par contre, il y a une diminution des événements cardiovasculaires global de 49%. Donc finalement, ces patients prédiabétiques, ils ont une physiopathologie qui est comparable aux patients diabétiques. Vous avez vu, il y a une altération de la sécrétion d'insuline, il y a des éléments de résistance à l'insuline. La définition, elle est hétérogène. On retrouve une augmentation du risque qui est plus importante en cas d'intolérance au glucose, qui est variable selon les définitions pour l'hyperglycémie modérée à jeun. Et les données de la littérature, elles ne sont pas toutes concordantes sur l'association directe entre l'hyperglycémie du prédiabète et les risques cardiovasculaires. Ce que je pense, c'est que le patient prédiabétique, c'est un patient à risque parce qu'il a un terrain à risque. Il est plus hypercholéstérolémique, il est plus hypertendu. Donc, ce sont ces éléments-là qui font que ce patient est à risque et c'est ça qui augmente son risque cardiovasculaire. Par contre, ce qu'on a bien montré, c'est que la prise en charge intensive du prédiabète par une intervention sur le mode de vie permet une réduction de l'incidence du diabète et aussi, à ce moment-là, du risque cardiovasculaire. D'où un programme pour lequel la région Réunion a été en expérimentation, qui s'appelle Dites-non au diabète, un programme qui est lancé par la Sécurité sociale, l'ARS. Il y a 3 régions en France qui ont été choisies. Il y a la Réunion, il y a une région en Seine-Saint-Denis et une région dans le Bas-Rhin. Alors, pour être éligible, il faut être prédiabétique avec une hyperglycémie modérée à jeun, donc entre 1,10 g et 1,26 g. En France, on utilise des critères OMS. L'âge pour la Réunion, ce n'est pas 45 ans, mais c'est plutôt 35 ans, être en surpoids. Et puis, les femmes qui ont eu un diabète gestationnel aussi peuvent être inclus. Donc l'inclusion se fait sur un site internet qui s'appelle Dites-non au diabète. Le médecin traitant peut le faire. Le patient a un programme de suivi avec des mesures d'activité physique et des conseils sur le plan alimentaire pendant 1 an, et puis il est évalué l'année suivante, et si ça marche bien, ça pourrait être étendu dans d'autres régions. Voilà, j'ai fini un peu en avance, merci pour votre attention. On a des questions? Any questions? Avez-vous des questions? J'ai juste une question. Est-ce que toutes ces mesures hygiéno-diététiques sont soutenues financièrement? Est-ce qu'on a accès à la diététique? Est-ce qu'on a accès à des appâts par rapport aux activités physiques? Par rapport au programme là, qui va être mis en place, oui. Il y aura un soutien financier, il y aura un sponsoring. Ils ont fait un appel d'offres et c'est un prestataire qui est la mutualité de la Réunion qui a eu la partie gestion, éducation des patients. Et si ça se passe bien, je pense qu'il faudra demander des soutiens après ensuite pour tout ce qui est appât, diététique, parce que c'est ça finalement qui manque à nos patients, l'accès à ce genre de professionnels. On a une question sur WhatsApp. Est-ce qu'on peut traiter tous les prédiabétiques avec acarbose? Là, c'était des intolérants au glucose qui avaient été traités. C'est juste dans le cadre d'une étude. L'acarbose n'a pas l'AMM pour traiter le prédiabète actuellement. Je pense qu'on doit d'abord axer sur le mode de vie, l'activité physique. L'acarbose n'est pas donné non plus d'effets indésirables. Ça donne des ballonnements, donc il faut pouvoir tolérer le médicament. Et le metformine? La metformine, il y a un vieux travail qui a été testé, qui a étudié la metformine chez des patients prédiabétiques pour voir si ça diminuait l'incidence du diabète. Ça a montré que ça diminue l'incidence du diabète, je crois que c'est de l'ordre de 38% en moins, mais ça faisait moins que l'activité physique et les interventions sur le mode de vie, où là, il y avait une diminution, je crois, aux alentours de 50%. Donc vraiment, il y a des données récentes qui nous disent en tout cas que les interventions sur le mode de vie et sur l'activité physique, elles ont un effet rémanent beaucoup plus important et un impact beaucoup plus important que les interventions médicamenteuses. Donc pour vous, intolérance au glucose et prédiabète, c'est la même chose? L'intolérance au glucose fait partie d'une grande entité qui s'appelle le prédiabète. Alors, après, ces patients-là, parce que l'intolérance au glucose joue plus sur la partie postprandiale de la glycémie, cette glycémie-là, finalement, qui va nous embêter plus longtemps, qui va faire que le patient reste en hyperglycémie plus longtemps. C'est probablement cette glycémie-là qui va avoir un effet sur la vascularisation par le stress oxydatif, tout ça. Donc,
ces patients-là, ils sont plus fragiles que les autres. Après, c'est vrai qu'il y a une bataille, on va dire, de définition, mettre des patients dans des cases. Quoi qu'il en soit, ces patients-là, quelle que soit la définition qu'on donne, c'est des patients fragiles et il faut s'en occuper pour prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires. Oui, une question là. Oui, vous insistez beaucoup sur les règles d'hygiéno-diététique et le professeur Nobecourt aussi a insisté tout à l'heure sur ces règles d'hygiène. Est-ce que vous pensez que on pourrait éventuellement enseigner ces règles d'hygiène à l'école, par exemple Je pense qu'il faut le faire. Si on veut avoir un impact, c'est auprès des enfants aujourd'hui. Les parents, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens Il y a des travaux qu'il faut mener avec l'éducation nationale. Je crois qu'ils travaillent déjà sur certains types d'alimentation dans les cantines, tout ça. Mais il faut que les médecins, on essaye de s'impliquer un peu plus dans ce genre de choses-là. Parce que c'est avec les enfants qu'on pourra agir. C'est les enfants, c'est les adultes de demain. Merci. Merci beaucoup.